Alors, le kératocone, c'est une pathologie de la cornée. Cette pathologie, elle est encore assez mystérieuse parce que même aujourd'hui, la physiopathologie exacte est débattue entre spécialistes dans le monde et n'est pas encore complètement élucidée. Ce que l'on sait, c'est que dans cette pathologie, on remarque un amincissement de la cornée ainsi qu'une déformation et une perte de la courbure physiologique de la cornée. Normalement, la cornée a à peu près schématiquement la forme d'un ballon de football, donc une sphère. En fait, elle est légèrement asphérique, c'est-à-dire que les bords sont un peu plus pointus sur la périphérie, et ça permet en fait de faire rentrer les rayons lumineux à l'intérieur de l'œil en les faisant converger en un seul et même point au niveau de la macula. Dans le kératocone, l'amincissement va se faire plutôt dans la partie inférieure de la cornée, et donc la perte de la sphéricité de la cornée va générer un aspect un peu pointu, d'où le nom de cône. Cet aspect pointu et asymétrique sur la courbure cornéenne va générer du coup une réfraction des rayons lumineux à travers la cornée pathologique, non plus en un seul point au niveau de la macula, mais en plusieurs points. Ceci va engendrer chez les patients une baisse de la vision malgré le port de lunettes, ainsi que des éblouissements à la lumière, notamment quand ils conduisent la nuit. Vous avez ici l'exemple d'un kératocone chez un patient de 27 ans avec une topographie cornéenne qui nous montre ici un bombement inférieur de la cornée, avec, comme on peut le constater, des valeurs dioptriques, donc de puissance de cornée extrême, puisque nous sommes à 56 dioptries dans la partie la plus bombée du cône, alors que nous sommes seulement à 39-40 dioptries dans la partie supérieure et symétrique de la cornée de ce patient. Ce qui veut dire que sur un seul et même œil, on a plus de 15 dioptries de puissance différentes. Et donc, avec une telle différence entre la partie supérieure et la partie inférieure de la cornée, on ne peut pas espérer, même en lunettes, obtenir une acuité visuelle qui soit correcte. On remarque que ce bombement s'associe à un amincissement décalé en inférieur de la cornée sur la carte pachymétrique, ainsi qu'une élévation de la face postérieure de la cornée sur cette carte proposée par notre topographe. Nous avons réalisé également une photographie de la cornée de ce patient. Donc la déformation étant importante, on remarque ici la présence de strigvolt, qui sont en fait des plis de la membrane desmétique. Et cette membrane desmétique, elle va se plisser à cause de la déformation induite par le cône. Tout ceci représente les éléments sémiologiques du kératocone. Cette sémiologie associe un examen à la lampe à fente ainsi que la réalisation d'une topographie cornéenne qui peut également être complétée par un OCT de cornée qui va permettre d'analyser les couches de la cornée, puisque dans certains kératocones à des stades plus avancés vont pouvoir apparaître des opacités cornéennes qui peuvent être superficielles et ou profondes. Nous pouvons également avec l'OCT deviner qu'un kératocone aigu a eu lieu un jour dans la vie du patient. En effet, le kératocone est décrit suivant 4 stades, mais avec un 5e stade que l'on appelle hydrops ou kératocone aigu. L'hydrops correspond tout simplement à une rupture partielle ou totale de la membrane desmétique et de la couche de DUA prédesmétique qui est juste au-dessus, et donc l'arrivée massive de l'humeur aqueuse qui est l'eau de l'œil à l'intérieur de la cornée. Ceci génère un œdème cornéen aigu et important, qui va se manifester chez nos patients par une baisse de vision encore plus importante que la vision initiale qui n'est pas optimale, associée à un larmoiement important ou une photophobie. Dans le cadre d'un kératocone aigu, ça peut cicatriser tout seul, mais ça met souvent du temps et ça laisse des cicatrices. Et c'est ces fameuses cicatrices que nous pouvons repérer ou en tout cas voir sur les OCT de cornée. Une fois que le diagnostic de kératocone est posé et que la topographie est réalisée, on peut classifier ce kératocone. La plupart des kératocones sont à des stades 1 voire 2, c'est-à-dire que c'est des patients qui vont pouvoir vivre en lunettes et parfois en lentilles dédiées au kératocone. Et dans de plus rares cas, on va pouvoir trouver des kératocones plus avancés, les stades 3 ainsi que les stades 4. Et c'est vraiment que les stades 4, dont l'essai en lentilles n'a pas abouti, qui pourront peut-être prétendre un jour à la réalisation d'une allogreffe de cornée humaine. Donc aujourd'hui, grâce au progrès de la contactologie, grâce au progrès de la chirurgie mini-invasive du kératocone dont je vais vous parler juste après, il est devenu très rare d'avoir besoin de réaliser une greffe de cornée chez ces patients. Et tant mieux, parce que même si la greffe a aidé un grand nombre de patients présentant un kératocone à mieux voir, c'est un geste invasif et qui n'est pas sans risque. Les complications potentielles des greffes de cornée peuvent être les rejets immunitaires
ou le développement d'un glaucome en lien avec l'utilisation d'une corticothérapie prolongée pour prévenir justement les rejets immunitaires. Au niveau du traitement du kératocone, lorsque les lunettes et les lentilles ne suffisent pas ou sont mal tolérées, si la cornée est assez épaisse, nous pouvons réaliser une chirurgie mini-invasive du kératocone. Différents protocoles et différentes interventions sont possibles et vont varier suivant les équipes, les habitudes et les convictions des ophtalmologistes qui les pratiquent. Pour faire simple, nous pouvons introduire dans le stroma cornéen des anneaux afin d'aplatir le cône et de mieux régulariser la cornée, de réduire l'astigmatisme et donc indirectement de réduire les aberrations optiques très importantes qui sont induites par un kératocone. Les anneaux initialement étaient des anneaux intracornéens en PMMA et aujourd'hui, une nouvelle technique chirurgicale est en train d'émerger depuis plusieurs années. C'est l'utilisation de stroma humains décellularisés et lyophilisés que l'on vient introduire par les mêmes tunnels que les anneaux en plastique PMMA. Et c'est une technique qui s'appelle le KERS et qui permet en fait tout simplement de régulariser la topographie et d'améliorer la meilleure acuité visuelle corrigée des patients. Sous-entendu, un patient qui ne supporterait pas des lentilles, grâce à des anneaux, qui soient en PMMA ou en KERS, pourrait bénéficier secondairement d'une paire de lunettes ou d'une lentille qui lui permettrait cette fois d'être toléré et de mieux voir. Dans ces traitements, il n'est pas rare que les chirurgiens décident d'y associer un cross-linking du collagène cornéen. Le cross-linking du collagène cornéen est un traitement non pas pour soigner le kératocone, mais pour essayer de stabiliser la maladie. Parce que tout l'enjeu de suivi d'un patient qui a un kératocone, outre sa réhabilitation visuelle, c'est de stabiliser sa maladie, puisque malheureusement, jusqu'à à peu près l'âge de 30 ans, le kératocone peut s'aggraver. C'est-à-dire que la cornée peut s'amincir, le cône peut continuer à pousser vers l'avant, et donc les puissances dioptriques et l'élévation maximale de la cornée peut continuer à progresser vers des valeurs encore plus extrêmes. Le cross-linking trouve son indication officiellement en France dans les kératocones dits évolutifs. C'est-à-dire que vous avez vu votre patient au moins 2 fois à 6 ou 12 mois d'intervalle et vous constatez que les valeurs topographiques se modifient vers l'aggravation dans le temps. C'est-à-dire l'amincissement supérieur ou égal à 30 microns par rapport à la valeur initiale, une progression de plus d'une dioptrie de l'astigmatisme estimé par le topographe, ou l'augmentation de plus de 1 voire 1,5 dioptrie de l'élévation maximale de la cornée qu'on appelle Kmax. Ça, c'est le critère que moi j'utilise. Bien sûr, il y a d'autres critères qui peuvent être utilisés suivant l'appareil topographique utilisé par votre ophtalmologiste et suivant les habitudes des équipes françaises ou internationales. Si le kératocone progresse et que le patient a moins de 30 ans, je fais partie des praticiens qui retiennent l'indication d'un cross-linking. Et ce cross-linking est utilisé en chirurgie mini-invasive du kératocone, toujours dans l'idée de prévenir l'aggravation, puisque on ne veut pas qu'à cause de l'intervention chirurgicale, les choses puissent s'aggraver. Un dernier point important à préciser dans le kératocone, c'est l'importance de ne pas réaliser d'appui cornéen. Ça passe par les frottements oculaires et la position nocturne. La place des frottements oculaires et des appuis cornéens dans le kératocone n'est plus approuvée. Par contre, ce qui reste difficile à appréhender, c'est à quel moment intervient ces frottements. L'œuf ou la poule? Le kératocone se développe-t-il parce qu'on se frotte trop les yeux? Ou est-ce qu'on a tendance à beaucoup se frotter les yeux parce qu'on a un kératocone et qu'on voit mal, et qu'on a les yeux qui grattent, et qu'on est gêné par la lumière, etc., etc. Aujourd'hui, j'aime l'hypothèse que cette maladie soit multifactorielle. Pour moi, il faut un patient prédisposé, avec probablement un collagène naturel de moins bonne résistance ou de composition différente que d'autres personnes. Il faut un facteur environnemental extérieur, la présence d'allergies, la présence de pollution extérieure, etc., etc. Et enfin, l'introduction à un moment de frottement oculaire en lien avec ces premiers phénomènes. Ces frottements peuvent être comportementaux et familiaux, ces frottements peuvent être dus à une allergie oculaire aussi banale qu'elle soit, et l'association de tous ces facteurs engendre un jour l'apparition d'un défaut de courbure et donc l'arrivée de la maladie en tant que telle du kératocone. Une dernière chose à préciser, malheureusement, lorsque la cornée se déforme, ce phénomène est irréversible.
Un patient qui développe un kératocone ne pourra pas revenir en arrière et il n'y a pas de traitement pour redonner une cornée naturelle avec une courbure parfaite. On peut essayer de recourber la cornée avec les chirurgies dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais lorsqu'un kératocone apparaît chez un patient, la première chose à expliquer, c'est que malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière et qu'il faudra donc adapter sa vie, son quotidien à cette pathologie, mais se rassurer sur le fait que dans le kératocone, il y a beaucoup de recherches et aujourd'hui, c'est une maladie handicapante invisible puisque les autres personnes ne se rendent pas compte qu'un patient a un kératocone, mais on peut masquer ce handicap grâce à la contactologie, grâce aux chirurgies mini-invasives et parfois, dans de rares cas, grâce à la greffe de cornée. Et on peut permettre à la très grande majorité des patients atteints d'un kératocone de mener une vie normale ou quasiment normale. Bien sûr, à condition que dans tous ces traitements, le patient ne présente pas d'effets secondaires ou de complications en lien avec ses soins. Et c'est là où le suivi de ces patients dans le temps est extrêmement important. À titre personnel, je recommande un suivi tous les 4 à 6 mois d'un kératocone chez un adolescent ou en tout cas une personne de moins de 18 ans. Un suivi tous les 6 mois entre 18 et 27-28 ans. Et un suivi tous les ans jusqu'à l'âge de 35 ans pour avoir des topographies à répétition et être bien sûr qu'au cours du temps, ça ne bouge pas. Après 35 ans, je pense qu'on peut se permettre de relâcher un petit peu la pression en termes de contrôle en restant disponible auprès de son patient et en le sensibilisant bien à ce qu'en cas de problème, par exemple sur un intervalle de 2 ou 3 ans, il revienne et il contacte son centre ou son ophtalmologue s'il constate que quelque chose n'est pas comme d'habitude. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur le kératocone. C'est à la fois complet, à la fois concentré. C'est une maladie assez complexe. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette pathologie, il y a ce qu'on appelle un PNDS, un protocole national de diagnostic et de soins, qui a été rédigé il y a quelques années par le professeur Touboul et son équipe au CHU de Bordeaux, en lien avec le CHU de Toulouse, qui sont les 2 centres de référence du kératocone en France. Il y a d'autres CHU qui sont centres de compétences du kératocone, notamment celui de Lyon, où j'ai fait ma formation. Et donc, vous pouvez trouver dans ce PNDS beaucoup d'informations scientifiques, avec des références scientifiques d'articles publiés sur les différents diagnostics, les différentes classifications, les différents soins et chirurgies qui existent dans cette pathologie. Et ce sont des sources d'informations qui sont fiables.